Regardez donc ce passage étroit entre le nord du Maroc et la partie sud de l'Espagne. Il s'agit du détroit de Gibraltar. Il n'y a que 13 km entre les deux continents, mais pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas de pont, alors que les gens rêvent depuis des siècles de relier ces deux régions. Dans certains endroits du monde, on a construit des ponts sur des distances bien plus grandes au-dessus de l'eau. Par exemple, la chaussée du lac Pontchartrain, près de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, s'étend sur 38 km, soit 3 fois la longueur de l'hypothétique pont entre l'Afrique et l'Europe. Il figure dans le livre Guinness des records comme la structure continue la plus longue construite au-dessus d'une étendue d'eau. Il se compose de 2 ponts parallèles et relie la zone urbaine de la Nouvelle-Orléans aux petites localités situées au nord du lac Pontchartrain. 9000 piles de béton soutiennent plus de 1000 sections au-dessus de l'eau. Cette structure gigantesque a été construite au milieu du XXe siècle. Il n'a fallu que 14 mois entre le début de sa construction et son achèvement. Les ingénieurs américains ont utilisé une technologie inédite pour fixer les piles de béton à la base du pont. Et ce pont est toujours en activité. Quel est donc le problème avec la construction d'un pont qui relierait l'Afrique et l'Europe? Découvrons d'abord les avantages qu'apporterait ce pont de 13 km en connectant les deux continents et la raison pour laquelle tout le monde en parle. Eh bien, il serait inestimable. Diamants, pétrole, minéraux. L'Afrique regorge de matières précieuses. Et l'Europe ne demande qu'à les acheter. Ce pont théorique permettrait de transporter rapidement et facilement des marchandises de toutes sortes pour le commerce. Et aujourd'hui, l'échange de biens entre l'Afrique et l'Europe n'est possible que grâce aux avions et aux cargos. Et les avions sont extrêmement coûteux en raison du prix élevé du carburant. De plus, les voyages en avion sont souvent retardés en raison du mauvais temps. Les procédures douanières prennent du temps et les distances entre les aéroports et les centres urbains sont importantes. Les bateaux peuvent également poser problème. La zone de la Méditerranée où les deux continents sont proches l'un de l'autre est dangereuse en raison des tempêtes et des forts courants. Le transport de vos diamants dépend donc fortement des conditions météorologiques. Le deuxième avantage d'un tel pont serait la création de dizaines de milliers d'emplois. Les Européens et les Africains se construiraient mutuellement des hôtels, des ports, des parcs et même de petites villes. Les régions côtières des deux continents deviendraient de nouveaux centres économiques. Et imaginez les investissements que ces endroits attireraient. L'Europe et l'Afrique seraient plus proches que jamais. Vous pourriez aller en voiture d'une ville espagnole à un parc de safari dans le nord du Maroc, acheter du thé marocain, de l'huile d'argan et rentrer chez vous le soir même. Vous pourriez aussi prendre un train à grande vitesse pour traverser la magnifique mer Méditerranée. Des centaines de restaurants, de parcs d'attractions, de centres commerciaux et de musées pourraient voir le jour à proximité. Mais malheureusement, il est impossible de construire un tel pont, du moins à l'heure actuelle. Et voici pourquoi. Le principal problème est le détroit de Gibraltar lui-même, ses forts courants et son activité sismique. Comment lancer une construction à grande échelle si, en quelques jours, un tremblement de terre sous-marin peut déclencher des vagues géantes et emporter tous les navires sous l'eau? Même si vous construisez un pont, des courants d'eau rapides qui changent constamment de direction pourraient ébranler l'ensemble de la structure et endommager ses fondations. Le pont sur le détroit de Gibraltar devrait être conçu selon une méthode capable de résister à l'activité sismique. Et d'énormes ressources seraient nécessaires pour créer quelque chose d'aussi complexe. Malgré le danger que représente le passage entre ces deux continents, cette région demeure l'une des plus fréquentées au monde. C'est le seul endroit de la planète où la mer Méditerranée et l'océan Atlantique se rejoignent. Environ 300 navires y transitent chaque jour. Des navires marchands, mais aussi des bateaux de pêche et de tourisme. Il n'y a pas beaucoup d'endroits au monde où vous pouvez observer des baleines sortir de l'eau. En raison des particularités des courants marins de cette zone, ce détroit est fréquenté non seulement par des personnes, mais aussi par des créatures marines. Nous en reparlerons plus tard. Un autre problème est la profondeur du détroit. Concrètement, tout pont franchissant une étendue d'eau doit reposer sur de longues piles métalliques. Les constructeurs et les ingénieurs plantent ces piles dans le plancher marin et s'en servent comme base de maintien pour l'ensemble de la construction. Mais il est difficile de fixer ces piles de manière suffisamment stable en raison de l'irrégularité du sol sous-marin. Sa géologie présente des caractéristiques uniques, des irrégularités et différentes densités de roches terrestres. On y trouve également des récifs,
des rochers et des fosses. Tout fond marin nécessite des études géologiques approfondies avant l'installation de piles. Et le fond du détroit de Gibraltar est particulièrement difficile d'accès en raison de sa profondeur, près de 915 mètres. C'est l'un des détroits les plus profonds du monde. Imaginez, vous pourriez empiler 10 statues de la liberté entre le fond du détroit et la surface de l'eau. Quel type de pile faudrait-il utiliser à cet endroit pour soutenir un pont tout entier? Probablement des piles constituées de plusieurs sections reliées entre elles par une longue tige de métal. N'oubliez pas non plus l'activité sismique. Supposons que vous ayez installé des piles parfaitement robustes, mais que le lendemain, un tremblement de terre se produise et détruise l'ensemble de la structure. De plus, les forts courants transporteraient les débris dans toute la Méditerranée. Le troisième problème est le plus important, car il concerne la vie marine. Le détroit de Gibraltar a une forte teneur en sel. Cet élément naturel alourdit l'eau, et toute une couche d'eau très salée occupe le fond du profond bassin méditerranéen. Cette eau salée pousse l'eau froide des fonds marins vers l'océan Atlantique. Ces changements de densité, ainsi que les courants rapides, créent des tourbillons et des turbulences continues. C'est comme un chaudron d'eau froide qui ferait remonter beaucoup de nutriments à la surface. Les dépressions et les élévations du détroit de Gibraltar sont remplies de substances diverses et de lumière solaire, conditions idéales pour la formation de phytoplancton. Les baleines, les dauphins et d'autres créatures marines adorent ce mets délicat. C'est pourquoi on trouve ici environ 7 espèces de baleines et de dauphins. Qu'arriverait-il au phytoplancton après le début de la construction? Le dioxyde de carbone, les roches concassées, les tonnes de poussière et de cendres, les chutes de matériaux de construction, tout cela viendrait considérablement polluer l'environnement. Sans phytoplancton, de nombreux poissons disparaîtraient. Sans poissons, des milliers de pêcheurs ne pourraient plus se nourrir et gagner de l'argent. Et si ce pont finissait par être construit, les voitures et les trains continueraient à polluer l'air et l'eau. La perturbation de l'équilibre fragile de cet étroit détroit pourrait entraîner des catastrophes environnementales de grande ampleur. Les dauphins et les baleines partiraient de chercher de la nourriture ailleurs et, par conséquent, perturberaient l'écosystème d'autres régions marines. Comme des dominos qui tombent, un problème en entraînerait un autre. Et tout cela à cause d'un seul pont. En 2007, le ministère espagnol de la protection de l'environnement a instauré des limitations de vitesse pour tous les navires empruntant le détroit afin de ne pas perturber le fragile équilibre de la nature. Au début du XXe siècle, un ingénieur français a proposé un projet de pont, mais il a été rejeté parce qu'il était trop compliqué et trop coûteux. On a également essayé de creuser un tunnel de 37 km de long, mais ce projet s'est heurté à des difficultés financières et techniques. Les gens rêvent toujours d'un pont au-dessus du détroit de Gibraltar. Peut-être qu'un jour, lorsque nous aurons développé nos technologies, nous serons en mesure de le bâtir. D'ailleurs, il n'y a pas toujours eu de l'eau entre ces deux régions. Il y a très longtemps, ces deux continents étaient reliés. La mer Méditerranée est le vestige de la Thétis, un paléo-océan de l'époque des dinosaures. À une époque, les plaques africaines et indiennes sont entrées en collision avec la plaque eurasienne et la Thétis a complètement disparu. À sa place, un pont terrestre s'est formé, séparant la mer Méditerranée de l'océan. Privée d'eau, la mer s'est asséchée il y a environ 6 millions d'années. Mais lorsque ce pont naturel s'est effondré, l'eau est revenue remplir le bassin. Son étroite plaque s'est enfoncée pendant des dizaines de milliers d'années, et la mer Méditerranée a fini par atteindre son niveau actuel. 80% de ce qui se trouve au fond des océans nous est encore caché à ce jour. La raison, c'est que l'océan recouvre 70% de la surface de la planète et que nous n'avons donc accès qu'à une petite parcelle de celle-ci. Nous pouvons voir clairement jusqu'à environ 5 km de profondeur dans l'océan. Il n'est par conséquent pas surprenant que nos découvertes les plus récentes en matière de faune et de flore proviennent de l'océan. Il nous reste encore beaucoup de choses à explorer. Par exemple, cette nouvelle espèce de requin appelée Squalus clarkae. Ou encore le plus long animal jamais découvert, une méduse de 47 mètres de long sur laquelle nous sommes tombés un peu plus tôt cette année en Australie. Quelque part dans les mers de l'Arctique et de l'Antarctique, un phénomène étrange a été constaté et a déconcerté tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Il s'agit des fleurs de givre, mais ce ne sont pas du tout des plantes, simplement des cristaux de glace.
Le givre pousse sur les longues tiges des plantes qui parviennent à percer la fine couche de glace à la surface de la mer. Mais les fleurs de givre ne sont pas seulement composées d'eau, elles contiennent toute une variété de micro-organismes, ce qui fait d'elles de petits écosystèmes temporaires. Et tu dois savoir que les volcans ne se trouvent pas uniquement sur la surface visible de la Terre. Les volcans sous-marins sont tout aussi perturbateurs pour la faune qui les entoure. Si les données que nous avons jusqu'à présent sont correctes, l'océan posséderait les volcans les plus actifs de la planète, la plupart se trouvant en moyenne à 2600 mètres sous la surface. Les maelstroms, qui sont des tourbillons puissants et parfois dangereux, sont encore aujourd'hui une source de cauchemar pour de nombreux marins. Ce qui distingue un maelstrom des autres tourbillons, c'est sa taille et sa puissance extraordinaire. Sa violence est telle qu'il peut mettre en difficulté même les plus gros navires. L'un des plus célèbres d'entre eux est le tourbillon de Naruto, et il se trouve près de l'île d'Awaji. Ces marées montent et descendent à une vitesse comprise entre 13 et 19 km/h 2 fois par jour, ce qui en fait l'un des plus rapides au monde. Le naufrage du Titanic est l'événement historique qui a rendu les icebergs célèbres, n'est-ce pas? Eh bien, parfois ces icebergs ont même des rayures colorées. Elles peuvent être brunes, noires, vertes, jaunes et bleues. Évidemment, on dit alors que ce sont des icebergs rayés, et leurs couleurs ont pour origine divers phénomènes naturels. Les rayures bleues, par exemple, apparaissent lorsque la glace fond et regèle très rapidement. S'il y a des rayures vertes sur l'iceberg, cela signifie probablement qu'il y a des algues quelque part à l'intérieur. Les couleurs plus terreuses, comme le brun, le jaune ou le noir, sont présentes pour d'autres raisons. Par exemple, les sédiments que l'eau de mer amasse, puis qui gèlent. En mars 2019, des scientifiques sont tombés sur l'un des phénomènes les plus déconcertants jamais observés dans la mer. Pendant l'exploration d'un volcan sous-marin, ils ont remarqué ce qui ressemblait à un petit lac, et qui était à l'envers. Il se trouvait à au moins 1980 mètres sous la surface. Si tu te dis que ça n'a aucun sens, tu as raison. Ce n'est en fait pas réel. Il s'avère que ce n'était rien de plus qu'une illusion d'optique, produite par le fluide contenu dans ces bassins. Ce fluide peut atteindre une température de 160 degrés et il est composé de substances chimiques très nocives, du soufre et des métaux par exemple, ce qui rend l'illusion possible. La plus grande chute d'eau du monde est elle aussi cachée sous l'eau. Elle se trouve sous le détroit du Danemark, dans une zone située entre l'Islande et le Groenland. S'il te poussait soudain des branchies de poissons et que tu plongeais sans problème pour respirer sous l'eau, tu pourrais admirer une série de cascades qui commencent à 610 mètres sous la surface et descendent jusqu'à une profondeur de 3050 mètres. En 2011, des chasseurs de trésors suédois ont découvert au fond de la mer Baltique un objet qu'ils ont décrit comme étrange et mystérieux. Il est de forme ovale avec une structure en escalier très surprenante. Le chef de l'équipe, ayant fait la découverte, a même affirmé qu'il avait dû être construit il y a des dizaines de milliers d'années, avant même l'ère glaciaire, et qu'il aurait fait partie de la mythique cité sous-marine de l'Atlantide. Les experts qui ont analysé l'objet pensent, quant à eux, qu'il s'agit d'un dépôt glaciaire ordinaire ou d'une autre formation naturelle, mais ils n'en sont toujours pas certains. La mer Noire n'est pas nommée ainsi par hasard. Située à l'extrême sud-est de l'Europe, elle dégage même une espèce de fumée, mais il s'agit là en réalité de vapeur s'élevant au-dessus de la mer. Cela se produit à cause de l'humidité. Elle neutralise les vents plus frais qui soufflent à la surface de l'eau, créant ce phénomène si particulier. Si tu regardes un jour la surface de l'océan pendant le coucher et le lever du soleil, tu auras peut-être la chance de voir des éclairs verts. Mais tu devras bien prêter attention car cela ne dure que quelques secondes. Ils se produisent à cause de l'effet prismatique naturel de l'atmosphère de la Terre. Au moment du coucher et du lever du soleil, la lumière qui vient de notre astre est dérivée en plusieurs couleurs. Et ce phénomène donne l'impression que c'est l'eau qui émet un flash vert. Les marées rouges se produisent très souvent, et même s'il n'y a pas lieu de paniquer lorsque tu en vois une, tu dois quand même faire attention. Le terme technique pour ce phénomène est efflorescence algale. Il se produit lorsqu'il y a une croissance ou une floraison rapide des algues dans les eaux de l'océan. À cause des substances chimiques que ces algues contiennent, cela peut être un problème pour les oiseaux et les mammifères, y compris les humains. Alors ne sois pas si pressé de sauter à l'eau si jamais tu vois cela. Les pieuvres et les calamars possèdent une particularité qui les distingue des autres créatures marines. Ils ont 3 cœurs.
La Saint-Valentin est un jour très spécial pour eux. Cela ne les rend pas forcément plus romantiques, mais ils ont besoin de ces 3 cœurs pour vivre normalement. Ils ont d'abord un cœur principal qui permet la circulation du sang dans tout leur corps, et puis 2 cœurs branchiaux responsables de la circulation au niveau des branchies. Avec ces 3 cœurs et ces 8 bras, lorsque la pieuvre te fera un câlin, tu sauras qu'elle est très sincère. D'après une étude publiée en 2013, les dauphins utiliseraient des noms pour s'appeler entre eux, en particulier les grands dauphins. Ils usent, comme les humains avec les prénoms, des sifflements particuliers. Non seulement ils apprennent à siffler de manière à se présenter aux autres dauphins, mais ils peuvent aussi apprendre le nom de leurs congénères, ce qui leur permet de mieux communiquer entre eux. Dans les profondeurs de l'océan Pacifique, il y a une étrange baleine chanteuse. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à percer son mystère. Ils l'appellent la baleine la plus solitaire, car elle émet des sons à une hauteur bien plus élevée que toutes les autres baleines bleues qu'ils aient pu étudier. Mais personne ne l'a jamais vue. Les chercheurs pensent que sa façon de chanter, si étrange, l'empêche peut-être de trouver un partenaire. Oh. Les baleines bleues possèdent elles aussi une particularité. Leur cœur fait plus d'1,50 m de long. Il fait aussi environ 1,20 m de large et peut peser plus de 180 kg. Pour comparaison, ton cœur fait à peu près la taille de ton poing. Il est donc bien plus petit. Nous sommes déjà plutôt intimidés par les créatures marines. Mais imagine ça, ils poussent aux requins des milliers de dents. Et pas seulement 1 ou 2 milliers, ils leur poussent jusqu'à 30 000 dents au cours de leur vie pour être précis. Oui, leurs dentistes doivent avoir de belles voitures. On en apprend tous les jours. Les scientifiques n'ont pas encore identifié de créatures sur Terre capables de vivre éternellement. Mais il semble que cela soit sur le point de changer. Une minuscule méduse, encore plus petite que l'ongle de ton petit doigt, semble être l'incarnation vivante de Benjamin Button. En effet, elle aurait la capacité de revenir à un stade de développement antérieur dès qu'elle se trouve en danger ou quand elle est extrêmement affamée et à court de nourriture. Pas étonnant qu'on la surnomme la méduse immortelle. Nous connaissons cette espèce depuis des centaines d'années, mais il nous a fallu attendre les années 1990 pour découvrir ses caractéristiques si uniques. Nous ne savons pas encore comment elle est capable de produire des cellules qui régressent et se régénèrent, mais il se pourrait bien qu'elle détienne un secret susceptible de contribuer au progrès de la médecine, tant pour les animaux que pour les humains. Un étrange lac est apparu en Inde il y a 52 000 ans. Il s'est formé comme ça, littéralement sorti de nulle part. C'était un mercredi, je crois. Pendant des dizaines de milliers d'années, les gens ont inventé diverses histoires effrayantes sur ce lac. Certains habitants croient que cet endroit a été maudit. D'autres pensent que le fond du lac cache la porte des enfers. Mais ce ne sont que des légendes. La véritable raison de l'apparition du lac Lonar est encore plus surprenante. Au début, les scientifiques étaient persuadés que le lac était un ancien cratère d'un volcan éteint depuis longtemps. Il se trouve dans un champ de baumier fait de roches volcaniques vieilles de 65 millions d'années. Mais ensuite, les géologues ont effectué une analyse détaillée du sol et de l'eau et ont découvert que le lac Lonar avait une origine cosmique. Les géologues ont trouvé un verre unique à l'intérieur du lac, qui ne se forme que lors d'un fort impact et d'une libération d'énergie. Il y a 52 000 ans, une énorme météorite pesant 2 millions de tonnes est tombée à cet endroit. Elle était presque 6 fois plus lourde que l'Empire State Building. La puissance de frappe était si élevée que la roche volcanique a fondu et s'est transformée en verre. Peut-être que le fond de ce lac contient encore des particules de cette météorite géante qui a volé jusqu'à nous depuis les profondeurs de l'espace lointain. Bon, nous avons donc un lac créé par un objet spatial il y a plus de 50 000 ans. Mais ce n'est pas encore la chose la plus étrange. En 2020, les habitants ont remarqué que le lac Lonar était devenu rose. En quelques jours seulement, l'eau salée avait mystérieusement changé de couleur. Les biologistes et les géologues ont immédiatement rapporté des échantillons de cette eau au centre de recherche scientifique. L'analyse détaillée a montré que l'eau contenait un niveau accru de microbes uniques qui s'accumulaient à la surface et émettaient un pigment rose. Bien vite, ces microbes se sont déposés au fond du lac et il est redevenu transparent. De plus, les pluies ont aidé l'eau à retrouver son apparence habituelle. Ces microbes colorent le lac et rendent le plumage rose des flamants encore plus éclatant. Les oiseaux se nourrissent dans le lac Lonar et absorbent ces bactéries roses. Aujourd'hui, le lac Lonar est un site populaire auprès des touristes. Mais ce n'est pas la seule chose qui peut te surprendre en Inde.
Notre prochain arrêt est un petit village d'environ 2600 habitants situé dans une forêt tropicale torride. Les habitants sont très hospitaliers. Ils accueillent non seulement les touristes, mais aussi l'un des reptiles les plus venimeux de la planète. On trouve des cobras royaux dans presque toutes les maisons de ce village. Les habitants sont heureux de les voir, comme s'il s'agissait de leurs animaux de compagnie. Ils partagent même leur eau et leur nourriture avec ces animaux et réservent aux reptiles un coin spécial où ils peuvent s'abriter du soleil ardent. Les cobras rampent dans les maisons, les écoles et dans les rues. Les humains et les reptiles sont habitués les uns aux autres et se sentent en sécurité. Il n'y a jamais eu de cas d'attaque de cobras dans le village. C'est le seul endroit au monde où ces reptiles venimeux vivent en telle harmonie avec les gens. Maintenant, imagine une ville qui se compose de plusieurs petits villages unis. Les habitants se consacrent tous à l'agriculture. Ils savent extraire l'eau des roches souterraines et ce sont des négociants avisés. La ville est prospère depuis plusieurs siècles et les gens y vivent heureux. Puis, un jour, tout change. Tous les habitants emballent rapidement leurs affaires et s'enfuient de chez eux. Du jour au lendemain, la ville est abandonnée. C'est une histoire réelle qui s'est déroulée dans l'état du Rajasthan en 1825. Et pourtant, personne ne sait pourquoi les gens sont partis. La version la plus répandue dit que le cruel dirigeant local a commencé à exiger des impôts considérables auprès des habitants. Puis, il est tombé amoureux de la fille du chef d'un des villages et a menacé de lever des taxes supplémentaires si la fille refusait d'être sa femme. Les citoyens ont décidé de soutenir la fille et son père et ont quitté leur maison en un jour. La ville est toujours vide, mais les habitants des villes les plus proches ont peur de s'en approcher. Notre prochain arrêt est l'état de Maharashtra, où se trouve un petit village avec des habitants très confiants. Ils fréquentent les magasins, les cafés, les écoles et les banques. Tout ici semble tout à fait ordinaire, et tu ne remarqueras pas ce qu'il y a de si spécial ici. Mais attends que la nuit tombe. Les gens vont se coucher et personne ne ferme sa maison à clé. Il n'y a pas du tout de serrure dans ce village. Les portes de tous les bâtiments sont toujours ouvertes. Les propriétaires laissent les magasins, les cafés et les bibliothèques ouverts. Lorsqu'ils vont au travail, ils ne ferment pas non plus leur maison à clé. Ils ne cachent pas l'argent ni les bijoux. La raison en est tout simplement l'absence totale de vol. Les villageois sont persuadés que quiconque commettrait un vol pourrait avoir de sérieux problèmes. Selon une légende, il y a environ 300 ans, après des pluies et des inondations prolongées, une grande dalle de pierre noire est apparue au centre du village. Cette dalle symbolisait une créature indienne mythique qui veillait sur les habitants. À un moment donné, les gens ont cessé de verrouiller leur maison car ils savaient que personne n'oserait commettre un vol en présence de cette créature. En 2015, un poste de police a été ouvert, mais presque personne n'a signalé d'incident depuis. Le bâtiment n'a même pas de porte car la police n'y détient personne. Un autre endroit fantastique en Inde est un village de l'état d'Assam. Des centaines d'habitants se préparent ici pour une fête inhabituelle de temps en temps. Ils organisent une magnifique cérémonie de mariage. Ils dressent les tables, s'habillent avec de beaux costumes et apportent des cadeaux. Et tout cela pour les jeunes mariés. Mais ce ne sont pas des gens, mais des grenouilles qui se marient. Les habitants organisent des mariages de grenouilles sauvages pour invoquer la pluie. Ce qui est incroyable, c'est que la cérémonie ressemble à un vrai mariage. La fête peut durer toute la journée jusque tard dans la nuit. Il existe une île dangereuse et inaccessible en Inde, dans le golfe du Bengale. On l'appelle l'île de North Sentinel. C'est un petit bout de terre qui ressemble à un paradis tropical, mais tu ne pourras pas t'y rendre. Depuis 1956, personne ne peut y accoster. Les gardes-côtes naviguent autour et patrouillent la zone en permanence, afin de protéger la tribu locale des sentinelles. Cette tribu vit isolée du monde entier. Ils ne connaissent pas les technologies modernes, Internet ou la télévision. Pendant des siècles, ils ont vécu seuls, loin de la civilisation, et les Indiens du continent souhaitent aussi que ça ne change pas. Quiconque s'approche de leur île est accueilli par la tribu avec une rafale de lances et de flèches, et peu importe que tu arrives en bateau ou en hélicoptère. Une autre raison pour laquelle tu ne peux pas poser le pied sur l'île est le système immunitaire des sentinelles. Les gardes-côtes essaient de protéger la tribu locale des éventuelles maladies et infections que les étrangers pourraient apporter avec eux. Les locaux ne sont pas immunisés contre la grippe ou un simple rhume. Ils ne savent même pas ce que c'est. De plus, il y a des récifs coralliens et du calcaire autour de l'île, ce qui complique considérablement le passage des grands navires.
Malgré toutes les interdictions, de nombreuses personnes ont essayé de se rendre sur l'île. En 1880, un officier britannique a découvert l'île par hasard. Il est descendu à terre et a trouvé un sol idéal pour faire pousser des cocotiers. L'officier a aussi remarqué plusieurs huttes sur l'île, mais n'a pas osé rencontrer ses habitants. Les explorateurs et les voyageurs ont souvent offert du poisson aux habitants de l'île. Les habitants l'ont accepté, en ont redemandé, mais ne les ont toujours pas laissés s'approcher de leur maison. Il était également difficile de se lier d'amitié avec la tribu, car ils communiquent dans une des langues les plus difficiles à apprendre au monde. Les scientifiques et les linguistes étudient cette langue depuis des décennies. À la fin du XXe siècle, des étrangers ont fait quelques progrès pour établir un lien avec la tribu. En 1991, une équipe d'anthropologues a invité les insulaires à bord d'un grand navire. Ils ont donné des sacs de noix de coco aux membres de la tribu. Mais le mieux est peut-être de laisser simplement ces gens tranquilles, n'est-ce pas ? En 1945, 5 avions TBF Avenger ont pris leur envol pour un exercice d'entraînement de routine autour du triangle des Bermudes. Au milieu de l'exercice, les avions ont été frappés par une pluie intense et des vents violents, malgré les prévisions météorologiques qui indiquaient du beau temps. Les pilotes ont été désorientés et ont contacté la base par radio pour signaler que leurs équipements de navigation avaient cessé de fonctionner. La dernière chose que la base aura entendue était « Lorsque le premier avion descendra en dessous de 40 litres, nous descendrons tous ensemble. » Et ensuite, silence radio. Les 5 avions et leurs 14 membres d'équipage n'ont jamais été retrouvés. Lors de son tout premier voyage vers le Nouveau Monde en 1492, Christophe Colomb a traversé le triangle des Bermudes. L'explorateur a raconté qu'une nuit, alors qu'il était sur le pont du navire, il a remarqué une lumière géante apparaissant au loin, différente de tout ce qu'il avait vu auparavant. Christophe Colomb a regardé sa boussole pour s'orienter, et elle lui a donné des indications pour le moins erratiques. Tu as peut-être remarqué que le triangle des Bermudes n'apparaissait sur aucune carte du monde. C'est parce que les institutions officielles refusent de reconnaître que cette zone existe réellement. Une théorie répandue suggère que les vagues scélérates seraient responsables des nombreuses disparitions. Les vagues scélérates sont appelées vagues de tempête extrêmes par les scientifiques. Elles se produisent lorsque différents modèles météorologiques ont lieu en même temps et provoquent de grandes vagues inattendues. Les témoins affirment que ces vagues ressemblent à des murs d'eau géants. Elles pourraient expliquer pourquoi les navires coulent rapidement et sans laisser de traces. Le triangle des Bermudes est le théâtre d'une météo assez intense et imprévisible. Les tempêtes se forment rapidement et de façon inattendue, puis disparaissent peu après. Si tu clignes des yeux, tu risques de les manquer. Cela pourrait expliquer pourquoi si peu de signaux de détresse sont émis. Les pilotes et les marins ne voient jamais le mauvais temps venir. Personne ne sait exactement combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes. L'estimation approximative est de 50 navires et 20 avions. La plupart du temps, les disparitions n'avaient aucune explication et aucune épave n'a jamais été retrouvée. Une autre théorie bizarre, qui tente de résoudre le mystère du triangle des Bermudes, vient de Charles Berlitz. Il insiste sur le fait que la zone abrite la cité perdue d'Atlantis. Selon lui, les navires et avions disparus et les équipements qui fonctionnent mal ont tous été causés par des rayons d'énergie émis par les cristaux spéciaux qui alimentent supposément l'Atlantide. Bien que cela semble farfelu, la théorie de Berlitz était suffisamment convaincante pour que plus de 20 millions de personnes achètent son livre dans le monde entier. En 1800, un grand voilier appelé l'USS Pickering a quitté les États-Unis pour se rendre aux Antilles. Il a navigué dans le triangle des Bermudes avec son équipage de 90 hommes et on n'a plus jamais entendu parler de lui. L'USS Pickering a été le tout premier navire confirmé à disparaître dans le triangle des Bermudes. On pense qu'il a été emporté par une tempête, mais comme aucune épave n'a jamais été retrouvée, on n'en sera jamais certain. Lorsque les avions TBF Avenger ont disparu, une opération de recherche de grande ampleur a été déployée. Des bateaux et des avions ont fouillé le triangle des Bermudes à la recherche de tout signe de l'avion. L'un des bateaux de recherche était un aéroglisseur PBM-5 Mariner. L'aéroglisseur a pris son envol à 19h27 et a émis un message radio de routine 3 minutes plus tard. Ensuite, on n'a jamais entendu parler de lui. Aucune trace de lui, ni des 5 avions Avenger n'a jamais été trouvée. Une enquête a été lancée sur la disparition de tous ces appareils. Mais rien n'a jamais été découvert. Cette zone particulière de l'océan est l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Certains sceptiques pensent que ce simple fait explique tout le mystère.
Statistiquement, plus la zone est fréquentée, plus la probabilité des accidents et des disparitions est élevée. Bien que cela soit logique, ce n'est pas la fréquence des disparitions qui constitue le mystère du triangle des Bermudes. C'est l'absence d'explication ou d'épave trouvée. Au fond de l'océan, les organismes en décomposition laissent échapper de grandes concentrations de méthane, qui restent piégés sous l'eau. Ce gaz peut s'accumuler jusqu'à ce que, boum, il explose. Le gaz remonte à la surface et fait éruption. Si un bateau se trouve dans la zone d'une de ces éruptions, l'eau devenant beaucoup moins dense peut le faire couler rapidement et sans avertissement. Les scientifiques pensent que cela pourrait être la cause des nombreuses disparitions dans le triangle des Bermudes. Bien que cette théorie soit très logique, elle ne semble pas très probable. Le service géologique des États-Unis a déclaré qu'aucun rejet important de gaz ne se serait produit dans cette zone au cours des 15 000 dernières années. Le fond de l'océan est fait de roches contenant beaucoup de magnétite, laquelle ressemble à du fer. Les champs magnétiques réagissent à la forte concentration de magnétite au fond de l'océan, ce qui peut déclencher une sorte de conflit entre les deux. Cela peut souvent conduire à diverses anomalies météorologiques et, par conséquent, à des problèmes de navigation. Et naturellement, toute modification du plancher océanique ou des champs magnétiques de la Terre influence beaucoup le triangle des Bermudes. Comme le champ magnétique est en mouvement constant, il se pourrait qu'il emporte aussi le triangle des Bermudes avec lui. Maintenant que les gens savent où se trouve le triangle, il est facile de l'éviter. Il est censé se déplacer vers l'est en même temps que les pôles magnétiques. Mais les scientifiques ne savent toujours pas répondre à la question de savoir où il se trouvera exactement dans quelques années. Certaines personnes attribuent toutes les catastrophes à des activités extraterrestres paranormales. D'autres supposent qu'il s'agit de phénomènes naturels déchaînés. Il y a un autre triangle dans le lac Michigan. Tout comme celui qui se trouve près des Bermudes, le triangle du Michigan a acquis sa triste réputation à cause de plusieurs disparitions. La première documentée remonte à 1679. Un grand navire, l'un des plus grands de l'époque, est parti en expédition. Mais une fois arrivé au niveau du sinistre triangle, il n'est jamais revenu. Bien plus tard, un avion a disparu dans ce même triangle. Le ciel y est généralement très clair, mais en 1883, certaines personnes ont été témoins de phénomènes anormaux dans la région. Certains prétendent avoir vu de grands blocs de glace tomber du ciel, et l'équipage a même réussi à en récupérer un comme preuve irréfutable. Un autre triangle se trouve dans une zone mystérieuse de l'océan Pacifique, au large de la côte sud du Japon, non loin de Tokyo. Il y a une mer où de nombreux navires ont connu leur perte, disparaissant sans laisser de traces. On l'appelle le triangle du dragon. Certains scientifiques pensent que la cause des anomalies est due aux changements environnementaux. Il y a aussi une très forte concentration d'hydrate de méthane au fond de l'océan dans la région du triangle du Pacifique. Tu dévies de la trajectoire initiale et tu navigues dans la mauvaise direction. La mer des Caraïbes se trouve près du triangle, parsemée de petites îles. Le plancher océanique ici n'est pas profond. Ton navire peut pénétrer dans ces eaux peu profondes et se retrouver coincé dans les hauts fonds sans que tu n'aies aucune idée de l'endroit où tu te trouves. Si nous étions au XXIe siècle, le capitaine du navire serait capable d'atteindre le rivage en utilisant un GPS et d'autres moyens de navigation modernes. Mais le plus intéressant, c'est que la boussole fonctionnerait correctement cette fois, puisque le pôle nord magnétique ne coïncide plus avec le vrai depuis longtemps sur le territoire du triangle des Bermudes. La ligne agonique se trouve quelque part loin d'ici. Il n'y a plus de problème de navigation de nos jours, mais pour une raison quelconque, c'est ici que les navires disparaissent. Et pas seulement ici d'ailleurs. Dans tout l'océan Atlantique, il y a des endroits où beaucoup de navires ont disparu. Le triangle des Bermudes ne figure même pas dans le top 10 de ces endroits. L'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux navires font naufrage ici est que l'une des routes maritimes les plus populaires de l'Atlantique passe par le triangle des Bermudes. Et plus il y a de navires à un endroit, plus il y a de naufrages. Simple question de probabilité. Ensuite, ça commence à devenir bizarre. D'autres théories stipulent qu'il y aurait une faille spatio-temporelle dans cette région. Les vaisseaux et les avions tombent dans cette faille et se retrouvent dans le passé ou dans le futur. Mais pour des raisons évidentes, il n'y a pas une seule preuve de ce mythe. Il n'y a aucune raison de penser que la faille soit cachée quelque part ici. La base d'une civilisation extraterrestre pourrait aussi se trouver dans le triangle des Bermudes. Les visiteurs d'autres galaxies enlèveraient les navires avec leur équipage, si bien que personne ne retrouverait les épaves. Il s'agit également d'un mythe populaire sans aucune preuve scientifique.
Enfin, le légendaire Kraken vivrait quelque part dans le triangle. C'est un énorme calmar censé attirer les navires vers le fond, et c'est aussi une légende que les marins se racontent. Toutefois, des calamars gigantesques vivent bel et bien dans les profondeurs de l'océan. Ils peuvent atteindre la taille de la moitié d'un wagon de train, mais aucun cas n'a été enregistré où l'un d'entre eux aurait coulé un grand navire. Et dans la région du triangle des Bermudes, on ne les a jamais vus. Les gens d'autrefois ne connaissaient pas l'existence de ces créatures. Alors, quand ils les ont vues pour la première fois, ils les ont décrites comme d'énormes et terribles monstres. Les calmars géants font partie des créatures les plus insaisissables sur Terre, et les scientifiques ont dû utiliser des équipements à sonar pour les débusquer. Ils n'aiment pas quitter les sombres profondeurs et sont susceptibles d'avoir peur du bruit de tout navire. Voilà qui devrait donc les dédouaner de toute responsabilité. Tu te rends sous le soleil de Californie et tu fais une randonnée dans les montagnes de Santa Lucia. Là, tu as une sensation étrange et désagréable, comme si quelqu'un t'observait. Tu regardes autour de toi, mais ne vois pas âme qui vive. C'est alors que tu jettes un coup d'œil vers le sommet des montagnes, au loin devant toi, et ton cœur fait un bond. Sur les sommets, tu peux voir la silhouette d'un humanoïde géant. Ses bras sont écartés et un magnifique arc-en-ciel complet l'entoure. Cette mystérieuse silhouette est habillée tout en noir. Tu ne peux distinguer aucune expression faciale ni aucun détail, mais tu peux la voir bouger. Puis, elle disparaît sous tes yeux. Ce que tu viens d'apercevoir est un Dark Watcher, un phénomène qui terrifie les randonneurs dans les montagnes californiennes depuis plus de 300 ans. Aujourd'hui encore, les scientifiques ne savent pas donner d'explication exacte à cette apparition mystérieuse. Tout ce que l'on sait, c'est que c'est un phénomène complètement naturel. Une théorie prétend qu'il n'y a pas de silhouette du tout. Le cerveau humain imagine simplement des images créées par les ombres que les nuages projettent sur les montagnes. Au fil des siècles, les gens ont partagé des histoires autour de cette légende, et leur esprit a commencé à la faire apparaître en construisant des images reconnaissables. Cela peut arriver n'importe où et n'importe quand. Par exemple, lorsque tu vois les contours d'un visage humain sur un morceau de pain trop grillé, ou la forme d'un chien dans un nuage qui passe. L'explication scientifique la plus acceptée est ce qu'on appelle le spectre de Brocken. Il se produit lorsque la lumière du soleil est déformée par des gouttes de brouillard ou des nuages. Cela explique l'arc-en-ciel qui entoure ces silhouettes. Quant à l'ombre, c'est seulement la tienne qui est étirée et projetée sur les montagnes devant toi. Après tout, ces silhouettes apparaissent généralement lorsque le soleil est derrière le témoin. Mais qu'elles soient naturelles ou non, ces figures mystérieuses n'en sont pas moins effrayantes. Dirigeons-nous maintenant vers l'Antarctique. De la neige, de la glace et un soleil éclatant. Oui, l'Antarctique est aussi un désert et la lumière y est presque aveuglante. Tu plisses les yeux et au loin, tu aperçois quelque chose de rouge qui se détache de tout ce blanc infini qui t'entoure. En te rapprochant, tu réalises que c'est une chute d'eau. Une cascade rouge inquiétante coule du glacier. Des éclaboussures volent dans toutes les directions et tachent la neige blanche. Ne t'inquiète pas, ces prétendues chutes de sang n'en sont pas. Il y a des millions d'années, un glacier s'est formé sur un étang et a bloqué l'accès à la lumière du soleil, à la chaleur et à l'oxygène. Puis, l'étang a réussi à percer le glacier avec un petit filet d'eau. Lorsque cette eau salée à forte teneur en fer rencontre l'oxygène, elle prend cette couleur rouille écarlate. C'est la seule chute d'eau de ce type au monde. Dès que tu arrives dans le désert de Namibie, tu remarques immédiatement quelque chose de très étrange. Parsemés parmi les prairies sèches, se trouvent des cercles de terre presque parfaits où rien ne pousse. Ces énormes ronds sont appelés des cercles de fées. Et personne ne sait vraiment ce qui les provoque. Les coupables sont probablement les termites qui mangent l'herbe autour de leur colonie souterraine. Cela pourrait aussi expliquer les différentes tailles des cercles. Les insectes continuent de manger à mesure que la colonie s'étend vers l'extérieur. Mais ils s'arrêtent avant d'empiéter sur une colonie voisine. C'est ce qu'on appelle une bonne relation de voisinage. Les parcelles où tu vois de l'herbe montrent une sorte de frontière séparant différentes populations de termites. En route pour le lac Ilié en Australie. Non, tes yeux ne te trompent pas, ce lac est bien rose bonbon et on peut s'y baigner en toute sécurité. Cette flaque rose géante est un lac salé et ce n'est pas le seul de son genre dans le monde. Les lacs salés sont roses à cause d'une espèce d'algues et d'autres micro-organismes qui y vivent. Ils produisent un pigment rouge pour se protéger du soleil. Mais ce qui est unique au lac Ilié, c'est que l'eau reste rose même si tu la mets dans un verre. Et elle reste rose vif toute l'année. On ne peut pas en dire autant des autres lacs roses.
Direction l'Asie du Sud-Est maintenant. Tu vois un arbre qui a l'air d'avoir été recouvert de peinture. Mais ce n'est que la nature qui a peint l'eucalyptus arc-en-ciel. Son écorce inhabituelle change de couleur au fil du temps, comme un kaléidoscope. Elle commence par être d'un vert vif, puis rouge, orange, violet et enfin marron. Puis, le cycle coloré recommence. Une pluie de sang semble plus terrifiante que n'importe quelle scène de film d'horreur. Mais en réalité, il n'y a rien d'étrange ou de contre-nature dans ce phénomène météorologique. Les gens ont été témoins de ces pluies teintées d'écarlate depuis l'époque de la Rome antique. Parfois, des vents puissants soulèvent de la poussière rouge dans l'atmosphère et la transportent très loin. Cette poussière finit par se mélanger aux nuages, ce qui colore la pluie. Dans le même registre, la poussière des mines de charbon peut rendre la pluie noire, le pollen est responsable des pluies jaunes, et d'autres types de poussière peuvent rendre l'eau de pluie blanche. En 2009, les habitants d'Ishikawa au Japon ont vu un type de pluie que personne n'avait jamais vu auparavant. Il pleuvait des têtards. La première raison est que le vent de ce jour-là était si fort qu'il a soulevé et emporté tous ces têtards vers la terre ferme. La deuxième raison possible est que de gros oiseaux comme des mouettes les ont simplement lâchés alors qu'ils volaient vers leur nid. Certains scientifiques pensent que ces créatures ont été soulevées du sol par une trombe marine et qu'elles sont ensuite retombées en pluie. D'ailleurs, ce jour-là, les gens ont trouvé non seulement des têtards, mais aussi des grenouilles et des poissons dans les flaques d'eau. Il peut aussi pleuvoir des vers, et certaines personnes affirment avoir vu des pluies de serpents. Et au lieu de gouttes de pluie ordinaires, certains témoins affirment avoir vu des gouttes translucides ressemblant à de la gelée tomber du ciel. Les araignées australiennes sont tristement célèbres, et pour effrayer les gens, elles ont même appris à pleuvoir. Les pluies d'araignées sont une chose assez courante en Australie, et on appelle cela le ballooning. Elles grimpent aux arbres, puis filent des brins de soie que le vent peut emporter. En général, les gens ne les remarquent pas, mais quand il fait humide, des centaines d'araignées grimpent dans des endroits plus désirables. Les gens affirment que lorsqu'il pleut ou qu'il neige, il est possible de voir les araignées tomber littéralement le long de ces toiles, comme s'il s'agissait de ballons. Si tu te rends un jour sur le fleuve Mekong, tu auras probablement la chance de voir des boules lumineuses sortir de l'eau et s'élever directement dans les airs. Les locaux les appellent les boules de feu des Nagas. Leur taille peut varier et ces boules rougeâtres peuvent être aussi petites qu'une cerise et aussi grandes qu'une pastèque. Pendant la nuit, tu peux voir des dizaines et parfois même des milliers de ces boules de feu. Les scientifiques n'ont pas d'explication tangible pour expliquer ce phénomène, mais il s'agit probablement de gaz inflammables libérés par l'environnement marécageux. Toutefois, une superstition locale prétend que cela est dû à un serpent géant qui vit dans le Mekong. Les nuages Arcus semblent tout droit sortis d'un film de science-fiction. Ils se forment lorsque de l'air chaud et humide est pris dans un courant ascendant d'orage. Ces nuages de mauvais augure signifient le plus souvent qu'un orage se prépare. Des nuages arc-en-ciel à couper le souffle apparaissent au sommet de nuages bouffis semblables à du coton après un orage. Les nuages bouffis sont des nuages de basse altitude. Lorsque la vapeur d'eau qu'ils contiennent se condense, les gouttelettes qui en résultent agissent comme des prismes. Cela forme des chapeaux multicolores au-dessus des nuages. Les nuages Morning Glory sont extrêmement rares. Ils ressemblent à des tubes massifs qui s'étirent dans le ciel. La plupart des chercheurs s'accordent à dire que ces nuages apparaissent lorsqu'un courant ascendant est pressé à travers le nuage. Cela crée cette apparence de rouleau si unique. L'air frais à l'arrière du nuage le fait couler vers le bas. Le meilleur endroit, mais pas le seul, pour voir les Morning Glory est le golfe de Carpentarie en Australie. Si tu décides de voyager là-bas pour voir ces nuages, choisis la période allant de fin septembre à début novembre. Ces énormes grumeaux blancs au-dessus de ta tête s'appellent des nuages mammatus. Ils peuvent te faire croire que le ciel est en train de tomber. La plupart des nuages se forment lorsque l'air monte dans l'atmosphère, mais pas les mammatus. Ils apparaissent lorsque de l'air humide et frais descend et se mélange à de l'air sec. Cela donne ces nuages uniques en forme de riz soufflé. Au fait, si tu repères ce phénomène, c'est que le mauvais temps n'est pas loin. Si tu plonges au fond des Caraïbes, juste au large des côtes de Cuba, tu verras des colonnes circulaires, des sols pavés et des structures en pierre symétriques. Pourquoi cette grande ville sous-marine cubaine a-t-elle été abandonnée? Beaucoup de gens pensent que les ruines appartenaient autrefois à une civilisation oubliée depuis longtemps. Mais les scientifiques ont des doutes. Ils affirment que la cité perdue n'est rien d'autre qu'un phénomène naturel apparu il y a environ 5 millions d'années.
De telles structures en forme de disque et de beignet apparaissent souvent autour des zones du plancher océanique où les gaz naturels se libèrent. Ceux qui ont déjà entendu le bruit agaçant que fait une bouilloire quand l'eau bout peuvent imaginer à quoi ressemble le fameux whistle sous-marin. Même si ce sifflement n'est pas aussi terrifiant que certains autres sons inexpliqués, cela ne le rend pas moins mystérieux. Sans compter qu'il est incroyablement insaisissable. Seul un microphone sous-marin a pu le capter en 1997. À l'époque, les chercheurs n'ont pas réussi à localiser la source du bruit. La cause la plus probable de ce son inhabituel est l'éruption d'un volcan sous-marin. Mais une fois encore, il n'y a pas assez de preuves pour en être sûr. Ah, magnifique! Tu te promènes avec ton ami et tu regardes le ciel. Le soleil semble un peu différent aujourd'hui, comme s'il y avait une sorte d'anneau autour de lui. Regarde ça! Ton ami lève la tête de son téléphone. Tu ne devrais pas regarder directement le « Stop !» dit-il soudainement. C'est un halo. Il faut trouver un abri maintenant, à moins que tu n'aies le plus grand parapluie du monde sur toi. Un halo solaire est un signe de la nature indiquant qu'une tempête de neige ou de pluie se prépare. Il est causé par les nuages constitués de milliards de petits cristaux de glace. La lumière du soleil traverse ces cristaux, si bien qu'elle se divise et se réfracte, comme lorsqu'il y a un arc-en-ciel. Ne regarde pas directement le halo solaire. C'est tentant car ce n'est pas quelque chose que tu vois tous les jours. Et puis, c'est vraiment beau. Mais les rayons ultraviolets peuvent brûler les tissus exposés de ta rétine et causer de graves dommages à tes yeux. Alors ça n'en vaut pas la peine. Ou alors mets des lunettes de soleil. Ce phénomène dure environ 40 minutes. Ces nuages sont d'ailleurs les mêmes que ceux qui peuvent parfois provoquer un anneau effrayant autour de la Lune la nuit. En juin 2020, les gens ont vu un nuage enclume, une formation orageuse rare dans le ciel. Formé lorsque de forts courants d'air transportent la vapeur d'eau vers le haut, l'air se dilate et s'étale lorsqu'il atteint le bas de la stratosphère. Il pousse le nuage dense en lui donnant cette forme d'enclume et parfois il devient même un champignon. Les nuages en forme d'enclume produisent certains des éclairs les plus dangereux de tous les orages. Ces éclairs semblent sortir comme par magie du ciel bleu alors que l'orage se trouve à plusieurs kilomètres de distance. Ce type d'éclair provient du sommet de l'enclume et peut être 10 fois plus puissant qu'un coup de foudre standard. Les gens ont été tellement effrayés par le nuage géant qu'ils ont pensé que quelque chose de terrible avait dû se produire. Ils ont publié des photos du monstre sur les réseaux sociaux avant que les autorités ne puissent expliquer ce qui se passait. Les experts ont réussi à calmer les craintes de tout le monde en expliquant que ce n'était rien de plus qu'un phénomène naturel, tout impressionnant soit-il. Avant de se dissiper, ces nuages restent généralement dans une même zone, quelle que soit la force du vent. Si tu vas vers la côte ouest de la France, tu trouveras l'île de Ré. Grâce à ses belles eaux bleues, ses plages de sable propre et ses phares étonnants, cet endroit est un lieu de vacances très populaire. Mais ce qui est peut-être le plus étonnant sur l'île de Ré, c'est ce qu'il y a juste au bord du rivage, des vagues carrées. Cet étrange motif de vagues ressemble à un échiquier géant sur l'océan. De nombreux visiteurs de l'île sont captivés par ces vagues et se rendent dans des endroits élevés comme les phares voisins pour prendre des photos de ce phénomène naturel. Ils affirment que lorsqu'on voit ces motifs carrés dans l'eau, c'est presque comme s'il y avait une sorte de grille métallique en dessous. Mais même si ces motifs de vagues sont fascinants, il vaut mieux les admirer de loin et rester hors de l'eau. Pour comprendre comment ces vagues carrées se forment, il est important de savoir comment les vagues se produisent en premier lieu. En général, les vagues peuvent parcourir plusieurs kilomètres à la surface de l'eau en fonction des vents et de la météo. Et même les jours où le temps semble plutôt calme, les tempêtes situées au loin peuvent envoyer des vagues déferlantes qui affectent les eaux calmes du rivage. Lorsque les vagues se déplacent vers les rivages de terre lointaines, on appelle cela la houle, ce qui est différent d'une vague qui se produit à cause d'un vent local. Lorsque deux houles différentes venant de directions différentes se rencontrent, on appelle cela une mer croisée. C'est ce qui génère ces vagues carrées que l'on observe près de l'île de Ré. Bien que ces vagues soient l'une des raisons pour lesquelles les gens affluent sur l'île, ils peuvent tout de même s'attendre à profiter d'eau calme et relaxante la plupart du temps. La mer croisée ne se produit qu'à certaines périodes de l'année, dans des conditions météorologiques spécifiques. De plus, tout le monde sait à Ré qu'il faut éviter l'océan lorsque ces vagues carrées apparaissent, de sorte qu'il n'est pas si fréquent d'entendre parler de victimes qui se sont faites piéger.
Et comme beaucoup de gens sur l'île sont des touristes, il y a beaucoup de panneaux pour les avertir de sortir de l'eau pendant cette période. Cependant, tout le monde ne reçoit pas forcément l'information. Il y a eu quelques cas où des personnes ont été prises dans la mer croisée, mais par chance, elles ont réussi à s'en sortir. Ces vagues carrées sont devenues relativement célèbres au fil du temps, étant donné qu'aucun autre endroit au monde ne peut se vanter d'avoir une mer croisée comme celle-ci. En fait, personne n'a jamais repéré de vagues carrées ailleurs qu'au large de l'île de Ré. Pourtant, il existe des houles dans tous les océans du monde, et une mer croisée peut avoir lieu n'importe où. Mais si l'angle avec lequel elles s'approchent l'une de l'autre est plus faible, la vague peut donner l'impression de venir de la même direction, même si ce n'est pas le cas. Sans compter que les houles peuvent perdre lentement leur élan à mesure qu'elles dérivent de plus en plus loin, de sorte que leur crête, ou le sommet de la vague, semble plus ronde et moins définie. Les régimes de vent et de météo spécifiques de l'île de Ré créent les conditions parfaites pour engendrer une mer croisée que les gens peuvent clairement reconnaître. Nous sommes en 2009, en Italie. Depuis sa cuisine, un homme voit des lumières vacillantes. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Il emmène sa famille dans un endroit sûr. Quelques secondes plus tard, un énorme tremblement de terre frappe la région. Sa famille a survécu grâce à sa réaction rapide. Il savait que ces lumières vacillantes étaient le signe d'un séisme imminent. Les gens voient ces lumières mystérieuses depuis des lustres, et certains pensaient que c'était une sorte de signe venant de l'espace. Les scientifiques ne les prenaient pas au sérieux, mais après l'invention de la photographie, de plus en plus de preuves de ces étranges lumières sont apparues. Bientôt, ils ont compris le lien. Les lumières apparaissent et, très vite, le tremblement de terre frappe. Après avoir un peu creusé, ils ont en fait trouvé des témoignages très anciens de ces lumières de séisme. On raconte que des flammes bleutées sortaient du sol juste avant un tremblement de terre. Les crabes de l'île Christmas participent à un phénomène étonnant une fois par an. Leur période de migration est déterminée par la phase de la Lune et les premières pluies entre octobre et février, bien que la date précise ne puisse pas être prédite. Une fois que les crabes ont reçu le signal, ils quittent leur habitat dans la forêt et migrent en hordes massives vers la mer. Se comptant par millions, on peut observer une mer de crabes rouges bloquant les routes alors qu'ils traversent l'île, se frayant un chemin vers l'océan. Là, ils pondent leurs œufs, puis reprennent leur chemin en sens inverse, retournant dans la forêt jusqu'à l'année suivante. Dans l'état indien de Meghalaya, il y a des ponts qui sont entièrement faits de racines d'arbres vivants. Les ponts sont constitués de ces racines épaisses et enchevêtrées qui sont assez solides pour supporter le poids de plus de 50 personnes à la fois. Les tribus Khasi et Jaintia sont passées maîtresses dans l'art de faire pousser ces ponts insensés. Ils en ont besoin pour traverser plus facilement les ruisseaux qui coulent en contrebas. Certains de ces ponts racines ont plus de 180 ans. Pour les fabriquer, les membres des tribus prennent soin des racines jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment longues pour atteindre la rive opposée. Cela peut prendre jusqu'à 10 ou 15 ans pour faire pousser un pont. Au cours du processus, les racines s'entrelacent étroitement les unes avec les autres et c'est comme ça que les ponts deviennent si solides. Et une fois qu'un pont est complètement formé, il peut durer plus de 500 ans. Alors que certaines racines se décomposent, de nouvelles poussent continuellement. C'est pourquoi ces constructions naturelles inhabituelles durent si longtemps. Les colonnes lumineuses sont des faisceaux de lumière colorée qui jaillissent de la Terre vers le ciel ou qui brillent depuis les nuages. Habituellement, ils ne se produisent que par temps froid, car ils se forment lorsque la lumière du soleil se reflète sur des cristaux de glace flottant dans l'air. Plus les cristaux sont hauts dans les airs, plus ces colonnes lumineuses et colorées deviennent grandes. Elles sont plus fréquentes au lever et au coucher du soleil. Dans le monde entier, il y a des grottes cachées qui sont remplies de lumière phosphorescente. Cette lumière provient de centaines de vers luisants qui se sont installés confortablement dans ces grottes. Certaines de ces grottes ont plus de 30 millions d'années et la plupart d'entre elles se trouvent en Nouvelle-Zélande et en Australie. Les vers eux-mêmes ne brillent pas vraiment, mais les bébés vers, appelés larves, fabriquent des brins de soie faits de mucus. Ces brins forment des filets et ce sont ces filets qui peuvent illuminer toute la grotte. Leur but est d'attirer des mouches et d'autres insectes savoureux dont les vers luisants se régalent. Les arbres arc-en-ciel existent bel et bien. Originaires des Philippines et d'Indonésie, ces merveilles colorées sont appelées eucalyptus arc-en-ciel.
Les couleurs sont créées par le contraste de l'ancienne et de la nouvelle écorce. Lorsque les fines couches superficielles de l'écorce s'écaillent, elles révèlent de nouvelles écorces aux couleurs plus vives. L'écorce la plus récente est verte, puis elle passe au violet, puis au rouge et enfin au brun. C'est parce que ces arbres contiennent une substance appelée chlorophylle qui rend l'écorce verte. À mesure que chaque bande d'écorce vieillit, elle perd de la chlorophylle et change lentement de couleur. Imagine que tu travailles 7 jours sur 7 sur un grand chantier de construction. Comme des milliers d'autres personnes, tu portes des millions de blocs de pierre et tu les poses les uns sur les autres selon un système complexe. Tu travailles sans équipement de construction moderne. Tu n'as pas de climatisation, ni d'accès permanent à l'eau. Il fait si chaud dehors que tu peux faire frire des œufs sur la route. Tu construis cette pyramide depuis des décennies. Et maintenant, quand elle est enfin terminée, tu apprécies le résultat du travail colossal de milliers de personnes. Tu as devant toi un monument culturel géant de valeur mondiale qui va se figer dans le temps et émerveiller les gens pendant des dizaines de milliers d'années. Quelques milliers d'années ont passé, les gens du 21e siècle voient les pyramides et se disent « Waouh, je ne peux pas croire que des humains aient construit ça ». Oui, les gens qui ont construit les pyramides n'auraient pas apprécié ce genre de remarques. Mais en fait, il y a de bonnes raisons de penser que les gens qui l'ont construit ont utilisé une technologie hors du commun. De l'extérieur, on dirait que les grandes pyramides ne sont que de grands triangles de pierre. Les gens ont simplement posé des blocs lourds les uns sur les autres. Et c'est tout. En fait, la conception semble trop parfaite pour être vraie. La pyramide est constituée de plus de 2 millions de blocs. Ils sont si proches les uns des autres et si réguliers qu'on ne pourrait même pas glisser une fine feuille de papier entre eux. Incroyable! Les scientifiques ne connaissent toujours pas la technologie exacte utilisée pour construire les pyramides égyptiennes. L'une des plus grandes et des plus célèbres est la grande pyramide de Gizeh. Cette énorme construction connue dans le monde entier a un grand secret. Il devait y avoir une pierre de couronnement au sommet de la pyramide. C'est un bloc de pierre de forme triangulaire, une petite pyramide au sommet d'une énorme. La chose est aussi connue sous le nom de pyramidion. Les bâtisseurs de l'Égypte ancienne l'ont fabriquée en granit et en calcaire et l'ont recouverte d'or. Aucun document ou dessin ancien ne permet de prouver qu'il y avait un pyramidion au sommet de la grande pyramide de Gizeh. Mais il existe une autre structure égyptienne ancienne dans ce type de triangle, la pyramide rouge. Elle a été construite avant la grande pyramide et sa pierre de couronnement a survécu jusqu'à ce jour. Les archéologues l'ont trouvée et reconstruite. Mais alors, où pourrait se trouver la pierre de couronnement de la grande pyramide? C'est un mystère qui n'a toujours pas de réponse. Certains sont persuadés que des voleurs l'ont dérobée au sommet. Peut-être ont-ils simplement grimpé et poussé le pyramidion jusqu'en bas. C'est tout à fait logique. La pierre angulaire était probablement l'élément le plus précieux de la pyramide. De nombreux scientifiques et archéologues ne connaissent toujours pas sa fonction exacte. Certains pensent que ce sommet recouvert d'or glorifiait les pharaons. La nuit, la pierre de couronnement reflétait la lumière de la lune et illuminait tout l'espace qui l'entourait. Pendant la journée, cette pierre reflétait la lumière du soleil avec sa surface brillante. On pouvait la voir de loin. Le sommet de la pyramide était une sorte d'étoile guide pour les voyageurs perdus. Tous les autres blocs de pierre de la pyramide sont constitués de calcaire. Les gens les polissaient pour les faire briller. Dans le passé, ils étaient même très brillants et reflétaient la lumière. On aurait pu voir des pyramides lumineuses depuis l'espace, même si elles ressemblaient à de toutes petites lumières. Au fil des milliers d'années, les vents, les tempêtes de sable et les pluies ont modifié l'apparence des pyramides. Si les gens avaient pris soin d'elles pendant tout ce temps, elles auraient ressemblé à quelque chose sorti des films de science-fiction ou bien aux pyramides de Las Vegas. Mais malheureusement, nous ne verrons jamais leur apparence d'origine. Certains archéologues et scientifiques pensent que la pierre de couronnement pouvait absorber l'énergie du soleil et la répartir uniformément dans la pyramide. Personne ne sait précisément pourquoi les Égyptiens avaient besoin de cette technologie. Il y a une théorie selon laquelle les pyramides sont d'anciens systèmes énergétiques. Les pharaons ont appliqué cette énergie pour utiliser des technologies uniques plus avancées que toutes les réalisations du XXIe siècle. Et la forme triangulaire des pyramides
était idéal pour stimuler cette énergie électromagnétique. En théorie, le rayonnement solaire ou les forces électromagnétiques s'accumulent au sommet de la pyramide, remplissent les pièces intérieures, puis descendent le long des murs jusqu'à la base. Toute déformation de la surface pourrait empêcher le flux de se répandre. Ils ont donc dû créer une surface parfaitement lisse. C'est pourquoi ils ont installé les blocs de manière que personne ne puisse glisser une aiguille ou une lame de rasoir entre ceux-ci. Beaucoup de gens croient à cette théorie parce qu'ils ont construit les pyramides en calcaire. Ce matériau peut retenir l'énergie en son sein. Dans la partie intérieure, ils ont créé des dépôts de granit pour provoquer l'ionisation de l'air, c'est-à-dire pour créer une charge électrique. Ils ont également creusé des canaux sous la pyramide pour que l'eau puisse transmettre l'électricité. Et au sommet, ils ont placé une pierre de couronnement en or, le meilleur conducteur d'électricité. C'est ainsi que l'on obtient un grand générateur d'électricité. Différentes cultures ont utilisé des technologies similaires pour créer de l'électricité dans le monde entier. Mais ce ne sont que des théories. Si cela avait fonctionné, l'humanité aurait utilisé ces technologies aujourd'hui. On trouve des traces de l'industrie métallurgique, de la chimie, de l'ingénierie, de la physique, des mathématiques et de l'astronomie dans certains documents anciens. La plupart des scientifiques ne croient pas à toutes ces choses. Nous connaissons les étapes détaillées du développement de ces technologies dans différentes cultures. Au XXIe siècle, les scientifiques, les historiens et les anthropologues peuvent suivre l'évolution de tous les appareils modernes. Si les gens avaient créé certaines inventions technologiques dans les temps anciens, l'histoire du monde aurait été différente. Peut-être que toutes les réalisations de l'Antiquité auraient pu être effacées de la surface de la Terre par des cataclysmes mondiaux. Et cela peut nous arriver à nous aussi. Imagine seulement comment les gens retrouveraient un ordinateur portable dans 5000 ans. Ils ne comprendraient peut-être pas de quel type d'appareil il s'agit. Une autre merveille égyptienne entourée de mystères est la statue du Sphinx. Les Égyptiens l'ont taillée dans une seule pièce gigantesque de calcaire, il y a environ 4500 ans. Mais les scientifiques ne savent toujours pas la date exacte de sa construction ni qui l'a construite. Les Égyptiens ont peint le Sphinx de différentes couleurs, de sorte que son aspect était beaucoup plus brillant et plus vif dans un passé lointain. Il brillait tout comme les grandes pyramides. Quoi qu'il en soit, le temps n'a pas seulement changé son apparence, mais aussi son nom. Au départ, les Égyptiens l'appelaient Ori-Mekhet. Les Grecs l'ont rebaptisé Sphinx quelques centaines d'années après sa construction. Il soulignait la grandeur des souverains d'Égypte. Il remplissait également la fonction symbolique d'un chien de garde qui surveillait la tombe du pharaon et les chemins qui menaient à celle-ci. Cette version semble réaliste, puisque les archéologues ont découvert de nombreuses entrées secrètes au pied du Sphinx. Peut-être que ces pièces et ces tunnels complexes mènent à des salles souterraines contenant des trésors. Et les trésors ne sont pas toujours de l'or ou des bijoux. Selon les légendes et les théories, le Sphinx garde la salle des archives où sont stockées toutes les connaissances de l'humanité. Les informations sur l'ancien état mythique de l'Atlantide pourraient se trouver ici. Tu peux trouver de nombreuses cartes détaillées des donjons internes du Sphinx sur Internet. Elles montrent des structures de 12 étages de profondeur sous la statue. On dirait une petite ville remplie d'or, de parchemins de savoir et de divers artefacts anciens. Mais on ne peut pas croire toutes ces cartes. Ce ne sont que des théories. Plusieurs milliers d'années se sont écoulées, mais les gens ont en réalité très peu d'informations sur ce sujet. Les archéologues savent qu'il y a encore beaucoup de choses étranges et passionnantes à propos du Sphinx qui n'ont pas encore été découvertes. Les gens du coin ont souvent peur de faire des recherches car ils croient qu'ils peuvent réveiller quelque chose de terrible, des profondeurs souterraines. Par conséquent, ce sont surtout des scientifiques d'autres pays qui mènent les fouilles. En 1998, des scientifiques ont découvert d'étranges tunnels qui menaient à des pièces vides sous le Sphinx. Ils ont constaté que des personnes avaient essayé de passer par ces tunnels dans le passé. Et il est possible que ces personnes aient emporté tous les trésors qui s'y trouvaient. Une des légendes dit qu'un puissant artefact se trouve sous le Sphinx. Son pouvoir pourrait changer le monde entier, mais les habitants le cachent car il pourrait nuire à la planète. Certains pensent que l'on peut trouver des preuves de technologie inconnue peintes sur les murs de granit des tombes des pharaons. Mais le plus probable est que ces peintures et ces signes nous racontent juste les mythes et les légendes de l'Égypte ancienne.
Mais que se passe-t-il si les symboles et les dessins égyptiens sont des instructions détaillées pour utiliser les technologies anciennes? Et si les habitants qui vivaient à cette époque pensaient les gens dans le futur ne seront pas capables d'obtenir de l'énergie par eux-mêmes, alors laissons-leur des instructions détaillées. Quoi qu'il en soit, il existe de nombreuses énigmes et théories. En réalité, la recherche de réponses est une entreprise dangereuse, car il n'est pas facile de pénétrer dans les salles souterraines. Les fouilles peuvent détruire la structure de l'ensemble du sphinx. Toute personne qui se trouve dans les tunnels peut se perdre et ne jamais retrouver son chemin. En plus, cela coûte beaucoup d'argent. En fait, ce qui serait génial, c'est que des chercheurs puissent inventer un appareil qui pourrait scanner les zones souterraines et nous montrer des plans détaillés. Le volcan Kawah Ijen, situé en Indonésie, n'est pas une montagne de lave ordinaire. Au lieu de produire de la fumée noire et de la lave rouge, comme le font la plupart des volcans, cette excentrique montagne laisse échapper une flamme bleue et de la lave bleue électrique. Ce phénomène se produit car le volcan contient des niveaux de soufre parmi les plus élevés au monde. Et lorsque les gaz sulfureux interagissent avec l'air brûlant et sont éclairés par la lave en fusion, ils commencent à devenir bleus. Malheureusement, tu ne peux voir ce spectacle envoûtant que la nuit. Mais tu peux le sentir toute la journée. À propos, le plus grand lac acide du monde se trouve aussi à l'intérieur de ce cratère. La mer Morte a une forte concentration de sel et de minéraux par rapport à d'autres mers, même si techniquement, c'est un lac. Il est presque impossible de s'y baigner, mais les gens s'y rendent pour profiter de substances chimiques naturelles pour le corps. Flotter à la surface est un excellent moyen de se détendre. Cette ancienne étendue d'eau a reçu son nom car, étant 9,6 fois plus salée que les océans, aucun organisme macroscopique ne peut y vivre. On n'y trouve que quelques bactéries et champignons qui apprécient le sel. C'est aussi l'endroit le plus bas de la Terre, à 427 mètres sous le niveau de la mer. Il existe une grotte de cristal souterraine au Mexique et elle ressemble à un monde interstellaire. Elle se trouve à environ 305 mètres sous la surface. Et chaque pointe mesure jusqu'à 11 mètres de long et pèse jusqu'à 55 tonnes. Ces cristaux font partie des plus grands du monde. La plage de Luskentyre est une étendue sans fin de dunes de sable blanc et d'eau azur. Mais ne te laisse pas tromper par cet aspect tropical, elle est située en Écosse. C'est pourquoi elle a cette apparence en mai et juin seulement. En décembre, l'endroit ne reçoit en moyenne qu'1 heure d'ensoleillement par jour, ce qui le rend tout aussi spectaculaire, mais dans un style monochrome. Les Georgia Guidestones sont une structure de pierre géante disposée en étoiles. Elle comporte des inscriptions en 8 langues, dont l'hindi, le chinois et le swahili. Elle présente également un calendrier astronomique terminé en 1980 et a été érigée pour durer des siècles. Personne ne sait qui l'a construite ni pourquoi. Dans le centre de la Californie se trouve le parc national de Sequoia, où l'on peut marcher dans la forêt des géants. Il existe depuis des milliers d'années. Plus de 8000 séquoias colossaux règnent sur la Terre et 10 d'entre eux font partie des plus grandes plantes vivantes du monde. Le général Sherman est estimé avoir près de 2700 ans et il est considéré comme le plus grand arbre vivant connu au monde en termes de volume. Les célèbres têtes de pierre de l'île de Pâques existent depuis des centaines d'années. Personne ne sait exactement pourquoi elles ont été construites. Certains scientifiques pensent que la population locale croyait que les statues rendraient le sol plus fertile. L'analyse du sol a prouvé que les têtes ont bien fait leur travail. C'est le meilleur endroit de l'île pour l'agriculture. La composition chimique des anciennes sources d'eau chaude de Pamukkale, en Turquie, donne un aspect magique à l'eau qui se déverse sur le bord. Elles sont bénéfiques pour purifier non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Tout au fond de l'Arabie Saoudite se trouve un rocher parfaitement tranché en son centre, avec ses deux moitiés posées parallèlement. Ce qui rend Al-Nasla si unique, c'est qu'il n'a pas été fait artificiellement, mais est le résultat du travail de la nature au fil des siècles. Ce glacier peut donner l'impression que quelqu'un a laissé tomber des tonnes de peinture rouge au milieu de l'Antarctique, mais c'est en fait une couleur naturelle. Les chutes de sang sont le résultat d'une eau extrêmement salée mélangée à de l'oxyde de fer, ce qui donne cette ambiance sinistre au milieu de nulle part. Début mai 2018, les habitants de la Nouvelle-Angleterre ont pu observer l'un des phénomènes les plus effrayants et les plus dangereux qui soient, une tornade à très longue trajectoire. L'effrayant phénomène naturel a commencé sa course non loin de Charleston, dans le New Hampshire, et s'est dirigé vers la ville de Webster, dans le comté de Merrimack.
Il a fallu 33 minutes à la tornade pour parcourir 58 km et devenir la 3e sur la liste des tornades à la trajectoire la plus longue en Nouvelle-Angleterre. Aux Philippines, tu peux nager dans des eaux parmi les plus cristallines du monde et découvrir un monde sous-marin sous tes pieds dans la province de Palawan. La ville de Coron possède des plages de sable blanc avec de nombreux petits bateaux qui naviguent dans les nombreux paysages étonnants. Tristan da Cunha est un petit archipel volcanique de l'Atlantique dont les plus grosses voisines sont les villes de Buenos Aires en Argentine et Le Cap en Afrique du Sud. Il faut 7 jours de bateau pour se rendre dans ce lieu unique. Si tu veux t'échapper du reste du monde, en séjournant parmi les 280 habitants, tu auras l'impression d'être loin de tout. Pendant la première semaine de janvier 2018, un temps exceptionnellement froid sévissant dans le nord-est des États-Unis a gelé l'océan Atlantique à North Falmouth, dans le Massachusetts. L'océan était tellement gelé que les gens pouvaient marcher sur les vagues. C'est évidemment quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Le sable rouge est ce qui rend cette plage si unique, et la raison pour laquelle les touristes affluent au Tianjin, en Chine. Une plante de couleur rouge appelée Suaeda salsa vit dans l'eau salée. Toute la plage est recouverte de rouge et seule la couche supérieure de la mer est visible. S'il y a bien une chose qui semble défier la gravité, c'est la pierre de Davasco en Argentine. L'énorme rocher de 300 tonnes se tient de façon précaire au bord d'une falaise et se balance un peu d'un côté à l'autre sous l'effet du vent. Les gens l'ont même vérifié en mettant des bouteilles en verre sous l'un de ses bords. Elles ont explosé avec un mouvement du rocher. Malheureusement, aujourd'hui, tu ne peux plus voir cette merveille de la nature telle qu'elle était il y a un siècle. En 1912, le rocher est soudainement tombé du perchoir qu'il occupait depuis des centaines d'années. Les habitants de la ville voisine de Tandil ont été si attristés par cet événement que 95 ans plus tard, en 2007, ils ont décidé de restaurer la pierre. Ils en ont fabriqué une réplique en plastique et l'ont placée au même endroit et dans la même position. Ainsi, même aujourd'hui, en passant par Tandil, tu peux voir son célèbre rocher en équilibre, même si c'est davantage un symbole, puisqu'il ne se balance plus et ne pèse plus que 9 tonnes. Mais il est néanmoins immédiatement reconnaissable. Socotra est une île aux allures extraterrestres située au large des côtes du Yémen, dans l'océan Indien, avec l'un des arbres les plus uniques au monde. On l'appelle le dragonnier, et on ne le trouve que sur cette île étonnante. En 2008, elle a été reconnue comme un site du patrimoine mondial. Si tu vois un jour une colonne d'air compacte et brûlante, ne panique pas, ce n'est pas la fin du monde. La combinaison effrayante de bruits de tourbillons et de brasiers brûlants signifie que tu es sur la trajectoire d'une tornade de feu. Ce phénomène dangereux se produit principalement pendant les feux de forêt. Les incendies créent une grande zone d'air très chaud juste au-dessus du sol. Lorsque cet air brûlant se mélange à l'air plus frais situé plus haut, il en résulte un tourbillon qui brasse des débris brûlants et des flammes. Les tornades de feu les plus puissantes peuvent s'étendre sur des centaines de mètres dans le ciel. La Maison du Mystère à Gold Hill, dans l'Oregon, étonne ses visiteurs avec des effets défiant la gravité. Tu ne peux pas te tenir droit. Tu te penches toujours sur le côté et tu dois te tenir à quelque chose pour garder l'équilibre. Les balles roulent vers le haut et il y a un balai qui reste parfaitement immobile où que tu le poses, contrairement à presque tout le reste dans la cabane. Les tribus amérindiennes locales appelaient cet endroit le terrain interdit avant même que la maison n'y soit construite, et elles évitaient de s'en approcher. Mais les propriétaires de la cabane ont décidé d'en faire une attraction et ils ont réussi. Ils ont créé une atmosphère de mystère autour de l'endroit et ont répandu la nouvelle dans les journaux et plus tard sur Internet. Et voilà, une anomalie parfaite est née. En fait, ce n'est rien de plus qu'une curiosité, une illusion d'optique créée par l'homme qui trompe tes yeux et tes autres sens. Si tu voyages aux Philippines, en Indonésie ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, tu auras la chance de voir certains des arbres les plus insolites et les plus joyeux du monde. Le tronc de l'eucalyptus arc-en-ciel a l'air d'avoir été peint en orange, vert, rouge, violet, jaune, marron et bleu. Certains arbres sont si lumineux qu'ils semblent artificiels. L'eucalyptus arc-en-ciel perd régulièrement des bandes d'écorce, ce qui révèle une couche verte brillante en dessous. Un peu plus tard, cette couche verte change progressivement de couleur et comme la mue se produit à un moment différent à différents endroits du tronc, l'arbre commence à avoir un aspect multicolore et très attrayant. Le Yémen abrite les plus vieux gratte-ciel et la plus ancienne métropole du monde. L'ancienne ville de Shibam est considérée comme le Manhattan du désert, en raison de la collection de bâtiments en terre qui sortent du sol du désert.
Elle servait d'étape pour les caravanes pendant l'Antiquité. Il existe des endroits sur Terre que les avions ne peuvent pas survoler. Il s'agit de zones d'espace aérien restreints dans lesquelles tu ne peux pas pénétrer pour des raisons de sécurité ou de secret défense. Il existe 5 types de zones protégées. Les zones d'importance culturelle, politique, historique et environnementale, et les zones protégées pour assurer la sécurité des visiteurs. Jetons un coup d'œil aux plus célèbres d'entre elles. Tout d'abord, il y a Washington DC et la Maison-Blanche. C'est une zone très protégée. Personne ne peut la survoler s'il se trouve à moins de 5500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il y a un aéroport à proximité de la Maison-Blanche et les restrictions causent beaucoup de problèmes aux pilotes et aux passagers. Les pilotes doivent faire très attention à ne pas entrer accidentellement dans la zone interdite, car les conséquences sont assez graves. Les passagers ne passent généralement pas un moment très agréable au début de leur vol. Tout cela à cause des manœuvres que les pilotes doivent effectuer pour éviter d'entrer dans la zone protégée. Une fois, en 2005, un pilote s'est accidentellement engagé dans cette zone. Et juste à cause de cela, le Capitole a été évacué. Ils ne prennent aucun risque. Si quelqu'un ou quelque chose se trouve dans l'espace aérien protégé, il est considéré comme dangereux par défaut. La suivante est Camp David. Il a été construit en 1938 dans la campagne du Maryland. À l'origine, le camp s'appelait High-Catoctin. Mais en 1953, le 34e président des États-Unis, Dwight D. Eisenhower, l'a baptisé Camp David en l'honneur de son père et de son petit-fils. Camp David est la résidence de campagne du président américain. Il sert également à accueillir les représentants des pays étrangers. Étant donné que de nombreuses personnes importantes séjournent dans cet endroit, il existe une zone d'exclusion aérienne de 5 km autour et de 8 km au-dessus du niveau de la mer. L'endroit suivant est aussi très important pour l'un des anciens présidents américains. Le complexe familial Bush est la résidence d'été de la famille de George Bush dans le Maine. La famille y séjourne encore souvent. Tu ne peux donc pas survoler cet endroit si l'altitude est inférieure à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Une autre zone interdite de vol est le centre spatial Kennedy. Personne ne peut le survoler à moins de 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cet endroit est très protégé en raison des activités de la NASA sur et autour de l'île. Le lieu suivant est situé ici, dans le nord du Minnesota, à la frontière avec le Canada. Il s'agit d'une zone de nature sauvage appelée Boundary Waters Canoe Area Wilderness. C'est une zone de loisirs nationale et la zone sauvage la plus visitée des États-Unis, où de nombreuses personnes font de la randonnée, de la pêche et du canoë. La protection de ce magnifique site naturel a commencé en 1902. En 1949, l'espace aérien au-dessus de toute la région, à moins de 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer, a également été protégé. Les bateaux à moteur et les motoneiges sont aussi interdits dans cette région. Tout cela pour protéger la beauté naturelle et le caractère sauvage de l'endroit. Un autre endroit sur ma liste est, tu ne le devineras jamais, Disneyland et Disney World. Oui, l'espace aérien de Disneyland a le niveau de protection de la Maison-Blanche et du centre spatial Kennedy. Il est interdit de survoler le parc à thème sans une dérogation spéciale, et la restriction s'étend à 900 mètres au-dessus du niveau de la mer. La loi a été introduite en 2003 pour assurer la sécurité du parc et de ses visiteurs. De nos jours, tu ne verras jamais un avion ou même un seul drone survoler le parc, à moins qu'ils aient obtenu une dérogation spéciale. Maintenant, passons au niveau mondial. Les États-Unis ne sont pas les seuls à appliquer ce genre d'interdiction. Il existe de nombreux autres endroits protégés comme ceux que j'ai déjà mentionnés dans le monde. Commençons par cet énorme trou sur la surface de la Terre. Il a un diamètre de 1200 mètres. C'est plus grand que la hauteur du plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa. En fait, c'est 1,5 fois le Burj Khalifa. Il a également une profondeur de plus de 525 mètres. Ce qui signifie que la fosse pourrait accueillir un immeuble de 140 étages. Ce puits géant est une mine de diamants située à Myrny, une ville de Sibérie. La température moyenne en hiver ici est de moins 35 degrés Celsius. On ne peut pas survoler la mine en hélicoptère car c'est dangereux. La mine est si grande qu'elle perturbe la circulation de l'air. L'air à l'intérieur de la mine est beaucoup plus chaud qu'à l'extérieur.
Et quand ces deux flux se mélangent, cela crée un vortex. Si un hélicoptère passe à proximité, le tourbillon va probablement l'attirer. Puis l'appareil perdra de l'altitude et s'écrasera. Un autre endroit interdit est Buckingham Palace. Le survol de ce bâtiment est interdit pour protéger les monarques. Le palais n'est pas seulement un lieu de résidence de la reine. C'est aussi le siège administratif de la Grande-Bretagne, où se tiennent de nombreuses réunions avec des représentants étrangers. Les avions ne peuvent pas non plus survoler le château de Windsor, car c'est là que réside la famille royale. Le Pérou a interdit aux avions de survoler son célèbre site, le Machu Picchu, en 2006. Cette interdiction visait à protéger le patrimoine et la faune du site. Le suivant est le Taj Mahal, en Inde. Le mausolée, achevé en 1653, est situé à Agra, dans le nord de l'Inde. C'est l'un des endroits les plus connus au monde et il est protégé par l'UNESCO en tant que site du patrimoine mondial. Il n'est pas étonnant que ce lieu, qui est visité par plus de 6 millions de personnes chaque année, soit si protégé. La région est une zone d'exclusion aérienne depuis 2006. Cette loi a été promulguée pour protéger le bâtiment et les visiteurs. Même s'il n'y a pas d'interdiction officielle, les avions préfèrent éviter certaines régions de notre planète. L'une d'entre elles est l'Himalaya. Les montagnes de l'Himalaya dépassent les 6000 mètres. Et le mont Everest, le point le plus haut de la Terre, atteint les 8850 mètres. La plupart des avions volent à environ 9145 mètres, ce qui est trop proche du sommet de la montagne. Pour respecter la distance minimale, les avions devraient voler plus haut, ce qui est impossible. De plus, les vents sont trop forts au-dessus des montagnes, ce qui rend la manœuvre des avions difficile. Ces derniers doivent emprunter des routes qui offrent des possibilités d'atterrissage d'urgence et les meilleurs services radars au cas où un problème surviendrait pendant le vol. Le problème est qu'il n'y a presque pas de service radar dans l'Himalaya. Et les pilotes ne seraient pas en mesure de communiquer avec les contrôleurs aériens au sol. Un atterrissage d'urgence est possible uniquement sur des surfaces plates et il n'y en a pas dans la région de l'Himalaya. Le risque est tout simplement trop élevé avec des montagnes partout. Si tu ne trouves pas que c'est déjà assez dangereux, il y a autre chose. Si quelque chose, par exemple une décompression de la cabine, arrive à un avion à une altitude pareille, l'avion disposera d'assez d'oxygène pour une vingtaine de minutes seulement. Lorsque cet oxygène vient à manquer, l'avion doit descendre à une altitude d'au moins 3050 mètres au-dessus du niveau de la mer pour reconstituer ses réserves. Et c'est impossible à faire dans l'Himalaya à cause des montagnes qui se trouvent partout. Une autre route difficile passe au-dessus des pôles. Et pour l'emprunter, un avion doit obtenir une autorisation spéciale. Le problème ici est que le pôle peut perturber le système de navigation de l'avion. Les boussoles s'emballent et ne sont plus d'aucune utilité. Le pôle nord de la Terre possède un champ magnétique très puissant qui change constamment. Si le champ magnétique se déplace, le vrai nord commence à différer de ce que les pilotes voient sur leurs appareils. Il devient alors difficile pour eux de trouver la bonne piste. À propos, les pistes sont nommées en fonction de la distance qui les sépare du pôle nord réel. Si le champ magnétique se déplace et oblige le pilote à ajuster sa navigation, il ne peut pas être sûr d'atterrir sur la bonne piste. Ainsi, seuls quelques avions volent en réalité à cet endroit, et ils doivent se soumettre à des préparatifs spéciaux, obtenir des appareils de navigation particuliers et une autorisation pour y voyager. Et pourtant, personne ne survole directement le pôle Nord. Même si les avions survolent les océans et les petites étendues d'eau, s'il existe une route alternative qui passe au-dessus de la Terre, un avion choisira toujours de la suivre. Il est intéressant de noter que voler au-dessus de l'eau est généralement plus cool que voler au-dessus de la Terre, surtout à basse altitude. C'est parce qu'il y a moins de turbulences. La principale raison des turbulences est l'air chaud qui s'élève du sol. Lorsque tu voles au-dessus de l'eau, tu n'as pas ce problème et le vol est plus confortable. Néanmoins, le vol au-dessus de la Terre est plus sûr. Je ne sais pas pour toi, mais je préfère subir quelques secousses que de ne pas avoir la possibilité d'atterrir en cas d'urgence. Les avions qui effectuent des vols transocéaniques ont généralement 4 moteurs. Pour les avions à 2 moteurs, c'est trop dangereux. Ils préfèrent les routes où il y a de nombreux aéroports sur le chemin qui peuvent accepter ce type particulier d'avion en cas d'urgence. Imagine qu'une panne de moteur survienne. Dans ce cas,
L'avion devra compter sur le moteur restant pour le conduire à l'aéroport le plus proche et atterrir en toute sécurité. Il n'y a pas beaucoup d'aéroports dans, disons, l'océan Pacifique. Hé, tu as déjà assisté à un arc-en-ciel de feu? Ouais, moi non plus. Et un arc circum-horizontal? Je ne pense pas, mais juste pour que tu saches, c'est la même chose. À première vue, ça ressemble à un tableau, ou à une grande trace dans le ciel aux couleurs de l'arc-en-ciel. Malgré leur nom, ils n'ont rien en commun avec le feu ou la pluie. Ce phénomène se produit en de rares occasions lorsque le soleil brille à travers une certaine formation de nuages chargés de glace. Les halos aux couleurs de l'arc-en-ciel sont tout aussi uniques. Là encore, un type spécifique de cristaux de glace doit être présent dans les nuages pour que la surface de la Terre courbe la lumière du soleil en un anneau parfait. La même chose peut se produire avec la lumière de la Lune. La seule différence étant que les halos lunaires sont généralement blancs et que les halos solaires peuvent être aux couleurs de l'arc-en-ciel. Lorsque tu visites des régions de haute altitude, tu peux être l'un des rares chanceux à apercevoir des pénitents de neige. Il s'agit en fait de pics de glace constitués naturellement. Pour qu'ils se forment, il faut un environnement vraiment froid, en hauteur et où l'air soit sec. La lumière du soleil transforme directement la glace en vapeur plutôt que de la faire fondre en eau. Et c'est pourquoi ces lames de neige et de glace commencent à apparaître à la surface de la Terre. Aussi gracieuses qu'elles puissent être, elles peuvent finir par atteindre une hauteur de près de 5 mètres. Que se passe-t-il lorsque de petites gouttelettes de lave rencontrent le vent? Eh bien, ce sont les cheveux de Pelée. Laisse-moi t'expliquer. Le mot Pelée vient de l'ancienne déesse hawaïenne des volcans. Chaque fois que le vent emporte de petites gouttes de lave, il les étire pour former des brins semblables à des cheveux, un peu comme dans le processus de création d'un fil de verre. Ces brins délicats peuvent s'étirer jusqu'à 2 mètres. En de rares occasions, il peut pleuvoir sans aucun nuage. Mais est-ce vraiment de la pluie? Examinons les aspects scientifiques de ce phénomène rare. On l'appelle parfois une averse de soleil car on a l'impression que la pluie tombe tout droit de notre astre. Mais soyons clairs, il est impossible que de la pluie tombe directement du soleil. Les nuages de pluie se trouvent à une certaine distance de l'endroit où il pleut. Lorsque les rayons du soleil sont orientés d'une certaine façon, les nuages se retrouvent hors de vue. Ajoute un peu de vent pour souffler la pluie dans ta direction et abracadabra, on obtient des averses en plein soleil. En Bolivie se trouve un endroit appelé le Salar d'Uyuni. C'est le plus grand désert de sel au monde, mesurant environ 10 580 km². C'est également là que se trouve la moitié du lithium de la planète, un élément crucial dans la fabrication des batteries. Mais qu'y a-t-il d'autre de si spécial dans cet endroit? Chaque fois que la saison des pluies arrive, elle transforme cette étendue de terre plate en un lac miroir parfaitement réfléchissant. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends parler de cascade de sang? Un film d'horreur? Mouah! Eh bien, il s'agit tout simplement d'une série de chutes d'eau situées dans l'une des régions les plus sèches de l'Antarctique. Elles émergent d'un lac souterrain rempli d'un certain type de bactéries. Ces petits organismes utilisent des sulfates comme nutriments au lieu de sucre, ce qui les rend fascinants pour les scientifiques. L'eau contenue dans ce lac est tellement saturée de fer qu'elle rouille tout simplement au contact de l'air, d'où la couleur rougeâtre de la cascade qui lui vaut son nom. Ok, nous connaissons tous la chanson Rose du désert de Sting, mais elle n'est pas totalement imaginaire. Il existe bel et bien une chose appelée la rose des sables. Il ne s'agit pas d'une plante, mais d'une formation unique de gypse. Elle se développe dans des endroits secs et sablonneux qui peuvent être occasionnellement inondés. Ce passage constant entre un environnement humide et sec permet aux cristaux de gypse d'émerger entre les grains de sable, les emprisonnant dans une forme de rose. Tu as déjà entendu parler de l'œil de l'Afrique? Les scientifiques essaient toujours de comprendre comment il s'est formé. Tu ne peux le voir que si tu le survoles, mais il s'agit en fait d'un dôme naturel. La structure de Richat, formée il y a environ 100 millions d'années. Et non, je n'étais pas là à l'époque. Elle a un diamètre approximatif de 40 km et se compose de plusieurs anneaux concentriques. Le plus grand, ou la zone centrale, mesure environ 30 km de diamètre. Les astronautes ont été parmi les premières personnes à le remarquer, et elle a été abondamment étudiée depuis. Aujourd'hui encore, lorsque les astronautes atterrissent en Floride, ils savent qu'ils sont presque chez eux lorsqu'ils aperçoivent l'œil de l'Afrique. L'un des arbres les plus joliment colorés du monde se trouve aux Philippines et en Indonésie. On l'appelle l'eucalyptus arc-en-ciel. Il doit son nom à son écorce qui change de couleur et se détache au fur et à mesure que l'arbre vieillit.
L'écorce vert vif est la plus jeune car elle regorge de chlorophylle, que l'on trouve habituellement dans les feuilles. Elle passe ensuite au violet, puis à la couleur rouge. Enfin, elle devient brune à mesure qu'elle grandit et perd sa chlorophylle. Ne te fais pas d'illusions en pensant qu'il y a là une forêt tout entière. Il s'agit en fait d'un seul arbre. Et non, ce n'est pas non plus une sorte d'illusion d'optique. Laisse-moi t'expliquer. Sous la terre, il existe un réseau complexe de racines qui relie environ 47 000 formes d'arbres qui émergent du sol. On l'appelle le peuplier faux-tremble. Certains de ces arbres font partie des organismes les plus anciens et les plus grands du monde. Voilà une bonne destination pour tous les voyageurs. Enfin, peut-être pas si bonne que ça en fait. La zone la plus fréquemment touchée par la foudre au monde, selon des données récentes publiées par la NASA, est le lac Maracaibo au Venezuela. Sur tous les jours de l'année, 300 en moyenne présentent des orages à cet endroit. Mais qu'est-ce qui rend cette région si unique au point que des orages s'y produisent aussi souvent? Eh bien, c'est parce que c'est là que l'air frais des montagnes rencontre la brise chaude et humide du lac, ce qui génère de l'électricité au-dessus de lui. Les chutes de la Flamme éternelle se trouvent dans le nord de l'État de New York, près de la frontière canadienne. Dans cette région, il y a une minuscule chute d'eau qui abrite un grand secret, une gerbe de feu d'environ 20 cm de haut. Il se trouve qu'un suintement de gaz naturel alimente la flamme derrière cette cascade. La chute d'eau, pour sa part, fournit une couverture suffisante pour qu'elle reste allumée à peu près tout le temps. Les randonneurs aiment bien la rallumer s'ils voient qu'elle s'est éteinte. Ce phénomène est assez courant, mais cet exemple-ci a gagné en popularité car il est plus récent que la plupart. Et il est très beau sur les photos, soyons honnêtes. J'ai entendu parler de sable jaune, de sable blanc et même de sable noir ici et là, mais je n'avais jamais entendu parler de plages vertes jusqu'à maintenant. Papacoela, également connu sous le nom de Green Sand Beach, est situé à Hawaï et c'est l'une des rares plages au monde à présenter du sable vert. Cette coloration unique provient de la roche olivine qui s'est formée lors de l'éruption d'un volcan voisin. Et à vrai dire, à Hawaï, ce ne sont pas les volcans qui manquent. Oublie les sables verts car certaines autres plages du monde peuvent même briller la nuit, et c'est complètement naturel. Le responsable, une petite chose appelée le phytoplancton, ou microalgues comme on les appelle parfois. Ce sont en fait de petites plantes qui contiennent de la chlorophylle et ont besoin de la lumière du soleil pour vivre et se développer. La plupart des sortes de phytoplancton sont capables de flotter dans la partie supérieure de l'océan, où la lumière du soleil peut encore les atteindre sous l'eau. Lorsque le phytoplancton est agité par le mouvement des vagues et des courants, il émet de la lumière, ce qui donne l'impression que certains brillent pendant la nuit. On trouve ces micro-organismes particuliers sur les plages de nombreux endroits du monde, comme les Maldives, Porto Rico et les Everglades. Au pied d'une montagne située à proximité d'Afton, dans le Wyoming, se trouve une petite rivière appelée Source intermittente. Il n'en existe que quelques-unes dans le monde entier. Mais qu'est-ce qui rend ce petit filet d'eau si mystérieux? Peut-être le fait qu'il commence et s'arrête toutes les quelques minutes. Les scientifiques n'ont pas encore trouvé la raison précise de ce phénomène. Ils pensent qu'il s'agit simplement d'un effet de siphon qui se produit dans les profondeurs du sol et qui fait que la rivière commence et s'arrête fréquemment. Si tu as envie d'y jeter un coup d'œil, assure-toi de le faire à la fin de l'été, car c'est à ce moment-là que la source intermittente est la plus active. Enfin, pour le coup, ce n'est qu'une façon de parler.